Et si je vous disais que la forme de piratage la plus avancée aujourd'hui ne vise pas les ordinateurs, mais quelque chose de bien plus intime, le code source de nos propres esprits? Il existe une véritable science conçue non pas pour pirater ce que nous pensons, mais bien comment nous pensons. C'est une question qui dérange, c'est sûr, mais elle est fondamentale. Sommes-nous vraiment aux commandes de nos choix? Ou est-ce que notre environnement, notre perception de la réalité, est secrètement et subtilement manipulée pour nous guider vers des décisions qui, au fond, ne sont pas les nôtres? Cette citation, elle met le doigt sur le cœur d'une doctrine assez redoutable. On ne parle pas ici d'une attaque frontale, d'une confrontation directe, non. C'est une infiltration silencieuse, une opération qui se déroule dans le seul endroit où l'on se sent normalement en parfaite sécurité, notre propre esprit. Alors, voilà le concept clé, le contrôle réflexif. C'est une doctrine qui trouve ses origines dans les services de renseignement soviétiques. Son but ultime n'est pas de forcer quelqu'un à faire quelque chose, c'est bien plus subtil. L'objectif, c'est de manipuler la cible pour qu'elle devienne l'exécutrice enthousiaste de la volonté d'un autre, tout en étant absolument convaincue que l'idée vient d'elle-même. Ok, arrêtons-nous un instant ici. C'est là que la distinction devient vraiment cruciale. Regardez bien les deux schémas. À gauche, c'est la persuasion classique. On pousse une idée, on argumente, et ça se heurte quasi immédiatement à notre scepticisme naturel, à nos défenses. Maintenant, regardez à droite, le contrôle réflexif. Lui, il ne pousse rien du tout. Il redessine, il réorganise subtilement tout l'environnement informationnel autour de nous. Le but, que la décision voulue par l'attaquant apparaisse comme la seule conclusion logique, évidente, pour la cible. La résistance ne s'active même pas parce qu'il n'y a jamais eu d'attaque perçue comme telle. Alors, comment ça marche concrètement ? Eh bien, cette technique exploite l'architecture même de notre esprit, et plus particulièrement ce qu'on appelle notre filtre cognitif. On possède tous une sorte de système de défense mentale. Un filtre, avec plusieurs couches, qui est censé trier les informations, écarter le bruit, et ne garder que ce qui est pertinent et crédible. Le contrôle réflexif, lui, ne cherche pas à forcer ce filtre. Non, il est bien plus malin. Il conçoit un leurre, une information qui a toutes les apparences d'une vérité interne pour lui permettre de passer à travers les mailles du filet sans être détecté. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir à quel point c'est chirurgical. Le contrôle réflexif ne frappe pas au hasard. Il cible 3 couches bien précises de notre filtre. D'abord, nos croyances les plus profondes, ces fameux axiomes qu'on ne remet jamais en question. Ensuite, nos raccourcis mentaux, comme le biais de confirmation par exemple. Et enfin, nos peurs les plus personnelles, la peur de l'échec, la peur de paraître ridicule. Le leurre parfait est conçu pour résonner avec ces 3 couches en même temps. Il faut bien comprendre que cette technique ne se contente pas d'injecter de fausses informations, c'est beaucoup plus pervers. Elle pirate notre processus d'interprétation, la phase orientée de notre boucle de décision. Une fois que notre modèle mental de la réalité est corrompu, même des informations 100% exactes nous conduiront systématiquement à prendre de mauvaises décisions. C'est une boucle qui s'auto-alimente. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, voyons comment tout ça se met en pratique. Concrètement, à quoi ressemblent ces attaques dans le monde réel, que ce soit en géopolitique, en entreprise ou même sur les réseaux sociaux? Les tactiques sont en fait assez bien organisées. On peut les classer en 4 grands domaines. Par exemple, dans le domaine cognitif, on va utiliser la surcharge, nous inonder de données contradictoires pour nous épuiser. Dans le domaine physique, la distraction, créer une fausse menace pour nous faire regarder ailleurs pendant que la vraie attaque a lieu. Au niveau de la volonté, on cherchera l'épuisement pour nous pousser à l'abandon. Et enfin, dans le domaine social, la division, pour briser la confiance entre alliés ou au sein d'une population. Et c'est là qu'on réalise que ces principes s'appliquent absolument partout. Un déploiement militaire qui n'est qu'un leurre en géopolitique, un email de phishing qui joue sur l'ambition professionnelle, ou même ce petit message anodin, plus que 2 en stock sur un site de e-commerce, tous ces exemples, aussi différents soient-ils, exploitent en fait les mêmes failles cognitives humaines. Bon, le tableau peut sembler un peu inquiétant, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut se défendre, c'est tout à fait possible. Et cette défense, elle ne commence pas en regardant à l'extérieur, mais bien par une prise de conscience interne. Il y a 3 disciplines mentales clés à développer. La première, apprendre à détecter quand une information déclenche une réaction émotionnelle très forte. C'est souvent un signal d'alerte. Deuxièmement, il faut consciemment injecter de la friction, c'est-à-dire forcer un délai, chercher activement des points de vue opposés. Le contrôle réflexif adore l'urgence. Et troisièmement, se méfier comme de la peste des situations présentées comme un choix binaire, surtout si l'une des options est dépeinte comme un désastre total. Pour mettre tout ça en pratique, il existe un outil qui est à la fois simple et incroyablement efficace que tout le monde peut utiliser au quotidien. Et voici ce protocole,
SIFT, c'est un acronyme simple pour 4 étapes afin de reprendre le contrôle. D'abord, S pour stop, on s'arrête. On ne partage rien, on ne décide rien sous le coup de l'émotion. Cette impression d'urgence fait partie intégrante de la manipulation. Ensuite, I pour investiguer la source. Qui est derrière cette info? Quelles pourraient être ses motivations? Puis F pour find better coverage, c'est-à-dire trouver une meilleure couverture médiatique. Il faut sortir de sa chambre d'écho, chercher d'autres perspectives pour briser l'effet de résonance. Et enfin T pour tracer les affirmations. On vérifie les citations, les images, on les remet dans leur contexte d'origine. Chacune de ces étapes est un antidote direct à une tactique de contrôle réflexif. On est entré dans une nouvelle ère. Une ère où le principal champ de bataille, c'est notre esprit. Dans ce nouveau contexte, la souveraineté mentale n'est plus un luxe ou un concept philosophique. C'est une nécessité stratégique. Et ça nous amène au point le plus crucial de tous. Le véritable danger ne vient pas de la puissance de la manipulation en face. Il vient de notre propre certitude, de notre arrogance à croire qu'on est totalement imperméable à l'influence. C'est ça notre plus grande vulnérabilité. Au final, la défense ultime, ce n'est pas un logiciel, ce n'est pas une technologie externe. C'est une connaissance rigoureuse et honnête de son propre fonctionnement mental. La question finale n'est donc pas de savoir si l'on est influencé ou pas, mais de se demander à chaque instant qui est le véritable architecte du choix qui se présente à moi.